Slate. Scene 8. C. Back up a little bit, Eric. Oh. There it is. Take Scene one. 8. Camera 1. Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ce monsieur. Il est scénariste, réalisateur, producteur. Bonjour à toi Morgane. Merci à toi, bonjour et bonjour Marc et merci pour ton invitation. Bienvenue à toi. Merci. Alors toi, t'as commencé très jeune à avoir la vocation, puisque c'est à 16 ans quand tu vois Star Wars. Même plus tôt. Même plus tôt. Plutôt, oui. Quand on me demande de parler de mon jeune parcours, quand même pour le moment dans le domaine du cinéma, je sais qu'en général, la plupart des gens, ils commencent à dire, j'ai fait tel court-métrage à telle date, puis j'ai commencé tel job, etc. Ou alors ils parlent directement de leurs études. Et en fait, moi, j'estime que mon parcours dans le cinéma, en fait, il a commencé à 13 ans. C'est-à-dire qu'en fait, je pense, sans vouloir faire des grandes envolées lyriques, mais qu'on ne peut pas faire une carrière dans le cinéma si on n'a pas déjà la passion pour le cinéma et qui doit commencer relativement tôt quand même. Moi c'est vrai que j'ai eu ce déclic quand j'ai vu Star Wars, donc c'était La Menace Fantôme à l'époque, je crois que j'avais 13 ans, donc en 99, qui est pas, je sais, l'épisode le plus aimé de forcément de tous les fans, même de tous les cinéphiles, mais même si maintenant, c'est un peu comme le vin, ça prend un petit peu la valeur en vieillissant. mais toujours est-il que quand j'avais 13 ans, j'ai eu ce déclic comme ça, et quand je suis sorti de la salle, j'ai su à peu près ce que je voulais faire plus tard. J'ai su que je voulais travailler dans le domaine du cinéma. Et après, ça a été un parcours un peu, je dirais, presque évident. Donc j'ai fait un bac audiovisuel à Orthez. Et ensuite, je suis rentré, j'ai fait 3 ans d'études de cinéma à Paris, dans une école qui s'appelle l'ESRA. Ouais. En fait, on peut dire 2 mots peut-être sur l'ESRA. À la base, c'était une école qui était conçue comme une école préparatoire, je crois, pour la FEMIS, qui est vraiment la grande école de cinéma public de cinéma en France, et puis qui a gagné, si j'ose dire, une notoriété qui est devenue maintenant une école à part entière, qui est très cotée. Donc moi, je suis arrivé, j'ai fait l'ESRA à partir de 2007, si je dis pas de bêtises, voilà. Et c'est une école qui propose, je crois, depuis une quinzaine d'années maintenant, une 4e année optionnelle pour ceux qui veulent avoir une expérience américaine, donc à New York. D'accord. Donc j'ai fait 3 ans à Paris et une 4e année à New York pour ceux qui veulent avoir cette expérience américaine, parce que là-bas, on en parlera peut-être un peu après, mais là-bas, aux États-Unis, on n'écrit pas, on ne produit pas, on ne réalise pas des films de la même manière qu'en France. Je pourrais développer si tu veux, mais vas-y, c'est que il y a plein on pourrait donner beaucoup de détails, mais pour parler simplement par exemple de la question du scénario, moi j'ai beaucoup appris sur le métier de scénariste quand j'étais à New York, et plus peut-être que durant mes années à Paris. C'est-à-dire que la vraie différence, c'est que être scénariste aux États-Unis, c'est un métier à part entière. Tout à fait. Comme être boulanger, comme être réalisateur, comme être producteur. En France, même si ça commence à changer, il y a toujours cette idée que le scénario, c'est juste un peu l'étape obligée, la marche sur laquelle on doit grimper pour pouvoir réaliser. Et ça n'a pas toujours été le cas en France d'ailleurs. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 50, par exemple, les films de Gabin, c'était des réalisateurs, des scénaristes et des dialoguistes, et après t'avais le réalisateur. Mais c'est plus que ça, c'est que les scénaristes étaient presque limite des stars. Il y avait leur nom qui était marqué sur la fiche du film. Donc ça, c'est ça qui a beaucoup changé. En fait, voilà, on va pas se donner la face. C'est la nouvelle vague française qui a considéré qu'en fait, d'ailleurs, il y a eu un effet très positif aussi avec la nouvelle vague, c'est cette idée que le réalisateur est le véritable maître d'œuvre. C'est le véritable maître d'œuvre du film. Ce que je crois aussi. Mais on a occulté l'importance du scénario à la base. Et s'ensuit à la suite, si tu veux, dans l'apprentissage du cinéma dans les écoles, cette idée automatique que l'étudiant qui écrit son scénar, c'est celui qui va réaliser. Moi, j'avais parlé, pour te dire une petite anecdote, j'avais parlé avec un scénariste américain qui est un ami à moi à New York, et on se donnait des nouvelles sur ce qu'on faisait l'un et l'autre, et puis il me dit, moi, je travaille sur un film pour la Grèce, une comédie, etc. Et je lui dis, c'est très bien, ça a l'air intéressant, etc. Il me fait le pitch, et je lui dis, du coup, qui c'est qui va réaliser? Je suppose que c'est toi. Il dit, voilà, attends, la question de la réalisation, on verra ça plus tard. Pour le moment, déjà, j'écris le scénario, et ensuite, on verra l'étape suivante.
Et je lui ai dit, tu pouvais pas me faire une réponse plus américaine que ça. C'est-à-dire que, voilà. En France, par principe, celui qui écrit réalise. J'ai appris ce métier de scénariste en partie à New York. Ensuite, je suis rentré à Paris après mon année à New York, après avoir fait un ou deux courts-métrages là-bas. Et j'ai créé ma société de production en 2012. Direct. C'est-à-dire que... J'avais 24 ans, donc 2 ans après. D'accord. Voilà. Qui s'appelle Coup de Foudre Production. D'accord. On a commencé par faire des reportages promos sur les sorties cinéma de la semaine. C'est comme ça qu'on a commencé. On avait nos tout premiers clients, ça s'appelait Cinépad. Je sais même pas d'ailleurs s'il existe toujours. Ouais. T'as démarché après avoir créé ta maison de production, ou t'as d'abord eu les clients et après t'as monté ta maison de Non, production? on a fait l'inverse. C'est-à-dire que on a fait ce qu'il fallait pas faire. On a créé notre société de production Oui. avec un ami qui s'appelle Damien Jurizic, que j'avais rencontré à l'ESRA, qui lui est vraiment très orienté dans le domaine de la production. Moi, j'ai un cheval je suis à cheval sur la production et la réalisation. Et donc on l'a créé ensemble. On a toujours su, quand on s'est rencontré à l'ESRA, qu'on voudrait un jour créer une boîte de prod ensemble. Et donc on l'a fait relativement rapidement. Oui, Et oui, c'est ça. 24 ans, oui, c'est... Oui, c'est ça. Et on avait on avait un contact en fait en Martinique, Guyane ou Guadeloupe, donc ce fameux Cinépad. Et en fait, c'est une espèce d'halluciné pour les iPhones et les iPads. Et il voulait en fait avoir de la matière pour les films à l'affiche dans les cinémas des Antilles et des Caraïbes, de la matière à montrer pour la promotion. Et donc on a fait des reportages promo en interviewant les plus grosses stars franchement du monde, françaises et internationales, très très rapidement, sans une carte de journaliste, tout simplement en contactant les attachés de presse. Donc nous on avait un intérêt pour pouvoir ramener des images à notre client, et les attachés de presse avaient un intérêt pour pouvoir développer la promotion du film dont ils étaient responsables, si tu veux. Donc on avait filmé les célébrités dans les conférences de presse, dans les interviews de junket, donc le one-to-one, les tapis rouges, etc. Et on a commencé comme ça, voilà. Et ensuite on a fait ce que font un petit peu tout le monde, c'est-à-dire on a fait de la publicité, film institutionnel, et depuis maintenant un bon paquet de temps, maintenant on fait ce que l'on veut véritablement faire, ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire de la fiction. Ouais. Donc on a coproduit notre premier long métrage. Oui, 100 millions, avec Cadmerade. Qui est sorti le 26 mars dernier. Comment t'arrives là-dessus? Parce que là, tu vas très vite, mais comment t'arrives parce que tu produis de l'institutionnel, du court-métrage, et là, tu produis un long-métrage avec Cadmerade quand même, qui... Alors, c'était un chemin de croix de 8 ans. Exactement. C'est-à-dire que je vais te résumer 8 ans en quelques minutes. Oui. Donc, tu t'imagines que il y a forcément des ellipses. Bien sûr. Que je vais faire. On se dit à un moment, bon, on va arrêter de faire que de l'instit, parce que c'est bien sympa, mais c'est pas pour ça qu'on a créé une boîte de prod. C'est pas uniquement que pour ça. On veut faire de la fiction. Et on a fait, alors qu'on connaissait personne dans le milieu, on a fait un appel à projet de scénarios. Et on s'est dit, quels sont les scénarios qui sont, en termes de genre, les moins difficilement vendables en France? Comédie, thriller. Loin derrière, mais comédie avant tout. Ouais. Donc on a fait un appel à projet de scénarios pour des comédies. Et on est tombé sur un scénario qui s'appelait à l'époque Salaud de pauvre, dont le titre a changé pour des raisons de droit. Je crois qu'il y a une pièce de théâtre qui s'appelait déjà comme ça. Et on a adoré le scénario. C'était ce scénario autour d'une histoire d'héritage, avec une famille qui part en sucette parce qu'ils ne savent pas comment dépenser leur argent, parce qu'ils ont tous des idées politiques différentes. Donc, on s'est dit que c'était une belle fable et une belle métaphore un peu de la société en France sur les débats qu'on peut avoir sur l'argent, la politique, etc. Voilà. Et on a proposé via un contact qui s'appelle Gérard Molévrier, qui est l'un des plus gros directeurs de casting en France. Ouais. Faut voir son CV. En dehors du fait que c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire humainement, voilà, il a travaillé, je crois, pour les Ch'tis Camping, il a travaillé sur Ronin avec De Niro.
C'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire et qui a une carrière qui est absolument époustouflante et qui a accepté donc de lire le scénario et qu'il a proposé à Michel Larocque pour le rôle principal. Et Michel Larocque a dit oui en 24 heures. C'est-à-dire que moi, si je lisais ou si j'entendais que quelqu'un disait oui en 24 heures, pour moi c'est des discours de promo, Ouais, bien sûr, ouais. c'est pas vrai. Oui, bien sûr, ouais. C'est une légende. Sauf qu'elle a dit oui en 24 heures. Tellement elle a adoré le scénario. Et donc, on vit dans un système où il faut avoir un accord d'un acteur ou d'une actrice qui compte dans le domaine, Bien sûr. pour pouvoir ensuite enclencher la suite, enclencher la seconde, si j'ose dire. Et on a ensuite fait un partenariat avec donc de coproduction, un contrat de coproduction avec une autre société qui s'appelle Les Films Manuel Muls, qui est une société qui a pignon sur rue, qui est bien plus importante que la nôtre. Donc Manuel Muls, c'est celui qui a produit la saga de La Vérité si je mens, par exemple. Il a produit Carbone, le film de Marshall. Donc il produit beaucoup de films. Et on a coproduit donc le film avec lui, en lui apportant le projet. On a développé la réécriture ensemble, etc. Et le film, en fait, a eu beaucoup de phases de réécriture jusqu'à qu'il soit accepté par un distributeur qui s'appelle Paradis Film et qui a créé l'effet boule de neige qui se passe en général sur tous les films. C'est-à-dire qu'on a un distributeur, TF1 Film Production rentre dans la course. Donc on est coproducteur avec TF1 et les films Manuel Muns et voilà, le film est sorti le 26 mars. Il a été un succès d'estime, on va dire. Il a pas été le carton qu'on aurait espéré. Ça n'a pas non plus été un échec. Mais en plaçant du point de vue du coproducteur que je suis, on reste très fier de ce film. Parce que c'est un film, je pense, qui ressemble beaucoup à son réalisateur. D'ailleurs, c'est un premier film d'un réalisateur qui travaille beaucoup dans la télévision, mais qui a pu faire son premier long métrage. Voilà. D'accord. Donc c'était une très belle expérience. Et là, on enchaîne sur un téléfilm qui est en développement et sur un moyen métrage. Voilà, on en parlera où je suis en post-prod. D'accord. Bon, toi, c'est aussi script doctor. Script Doctor, oui. Script Ouais. doctor. Ouais. Tu peux un peu nous parler de ce métier? Script Doctor, c'est un métier, je pense, qui est encore en balbutiement en France. Il y a quelques entreprises de script doctoring. C'est un métier, donc, puisqu'on parle anglais, script doctor, qui vient des États-Unis et qui commence à faire son chemin en France. Alors, la bonne traduction, ça serait consultant en scénario. Alors, un consultant en scénario, donc c'est ce que je fais depuis en effet quelques années maintenant, c'est quelqu'un en fait qui, à partir d'un scénario qu'on lui propose, voire parfois même d'un synopsis, retouche un scénario en collaboration avec le scénariste, parce qu'il y a un problème de base qu'il n'arrive pas à résoudre sur son scénario. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple simple, quelqu'un a écrit un film d'horreur, ça fait peur à personne. Et donc, un script doctor, si tu veux, il rentre comme un mécano dans la mécanique interne d'un film pour dégager des pistes de réécriture. Donc c'est beaucoup plus que donner une opinion, parce que ça tout le monde peut le faire. Donc il dégage des pistes de réécriture et il accompagne l'auteur dans des séances de réécriture jusqu'à qu'il soit satisfait de son scénario et qu'il puisse le vendre. Voilà. Et donc le script doctoring part du principe que c'est grâce à une connaissance de la technique de la structure narrative et, alors là j'insiste énormément là-dessus, de la connaissance des genres au cinéma. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus 2 secondes, c'est que les genres, c'est une notion qui est très très mal comprise en France. Et je peux te dire que on se rend compte dès les écoles de cinéma, même les plus hautes. C'est-à-dire que instinctivement, dans des écoles de cinéma, lorsque on te dit qu'on veut faire du cinéma de genre ou des courts-métrages de genre, automatiquement, on pense horreur, fantastique. Ouais. Et il y a une incompréhension totale de ce que c'est que le genre au cinéma. C'est-à-dire que des genres, il y en a 14. Bien sûr. Il y a le comédie, qui est déjà un genre. Il y a le thriller, il y a le film de guerre, le film d'action. Il y a plein de genres, il y a énormément de genres. Et la connaissance des genres part du principe qu'il y a
une connaissance des codes inhérents à chaque genre, et qu'il faut savoir donc comment transcender ou casser les codes, justement pour faire une œuvre qui s'affranchisse des canons inhérents à chaque genre pour pouvoir faire le meilleur scénario possible. Et ça, c'est très très important aussi lorsqu'on fait du script doctoring. Parce que je peux avoir affaire à des auteurs qui me disent, alors, j'ai fait un peu de thriller, mais il y a un côté drame et comique aussi. Donc ils sont dans une espèce de nébuleuse où ils s'inspirent de films qu'ils ont déjà vus, sans connaître exactement les règles. Et donc au final, le vrai problème, c'est que quand ils n'arrivent pas à vendre leur scénario, ils pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas de talent, ou parce qu'ils sont des artistes maudits. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Ils n'arrivent pas à vendre leur scénario parce qu'en fait, ils n'ont pas été accompagnés techniquement pour réécrire leur scénario. D'où le fait que je disais tout à l'heure que être scénariste, c'est un véritable métier. C'est pas juste une vocation pour être amené à réaliser. C'est un métier, en fait. Voilà. Et donc, le script doctoring permet beaucoup de ça. Voilà. Comment t'apprends les codes des genres en fait Alors, c'est une longue histoire, parce que comme j'ai dit, ça s'apprend pas dans les écoles françaises, en tout cas pas à ma connaissance. En fait, il faudrait remonter à la manière dont j'ai écrit donc l'un des courts-métrages que j'ai réalisé, qui s'appelle Portée disparue. Oui, dont on va parler d'ailleurs. Dont on va parler, un film incroyable. C'est un court-métrage que j'ai mis beaucoup de temps à écrire, et il faut prendre le temps de parler ça, parce que l'histoire est un peu complexe. C'est que j'ai l'occasion de voyager vraiment dans un cercle très familial l'été, à l'étranger. Et à chaque fois que je voyage, ma passion pour le cinéma étant ce qu'elle est, je filme des images avec ma caméra, dont je me dis que je vais m'en servir plus tard pour des courts-métrages. Mettons, si je vais en Égypte, bah, je filme le désert égyptien, les souks, et je me dis, bon, bah, j'aurais peut-être pas la chance de retourner 2 fois dans ces endroits, donc je filmerai des intérieurs avec des gens qui sont censés être dans mon histoire en Égypte, et puis après, par l'effet de la magie du montage, on va croire que toute la scène s'est passée en Égypte. Et donc j'avais ces idées-là qui émergeaient quand je voyageais, et je me dis, bon, alors, qui dit image tournée à l'étranger peut dire image de souvenir. Qui dit image de souvenir peut dire éventuellement film à suspense. Qui dit suspense dit ça pourrait me définir un cadre pour écrire un thriller. Donc j'ai avancé comme ça. Problème, c'était à peu près avec quoi, oui, je crois donc une dizaine d'années après avoir terminé mes 4 ans d'études à l'ESRA, je ne savais pas écrire un scénario. Et donc je me dis comment est-ce que je vais faire? Au pire, j'écrirai un début de synopsis, ce que font à peu près tout le monde, et ensuite on verra si quelqu'un peut m'accompagner. Et un jour, je vois sur Facebook un event, comme on dit, en rooftop, avec une rencontre scénariste, producteur, réalisateur qui sortaient des écoles. Une soirée vraiment type networking, tu vois. Et donc je dis, bon, c'est super, je vais pouvoir rencontrer des gens importants, je vais pouvoir leur proposer mon idée, je vais peut-être m'associer avec des gens dont ils sont scénaristes pour pouvoir écrire avec eux, parce que moi, je ne sais pas faire ça. T'avais l'idée là. Voilà. J'avais une bribe d'idée qui restait encore à peu près floue, mais je savais que je voulais faire un thriller. J'avais cette intuition-là. Et je parle à des gens qui sortent de la FEMIS et qui me disent ah, ton projet a l'air intéressant, c'est sympa. Et je lui dis, est-ce que tu connais les codes du genre du thriller? Il dit, ah non, tout ce qui est genre, tout ça, un peu trop truc formaté, là, ça nous on fait pas. Nous, à la FEMIS, on nous apprend à écrire un truc qui est très personnel. Mais les genres, ça, on connaît pas. Je dis, ah merde, zut. Bon, bah, c'est pas grave. Et donc, je ressors de cette soirée networking, je ne trouve personne qui connaissait les codes du genre. Je fais comme tout le monde, je me mets sur YouTube. Et là, je tape screenwriting, écriture scénario, enfin, je ne savais pas comment faire, et je tombe sur quelqu'un qui est une autorité, on va dire, dans le domaine de la réécriture de scénario, qui s'appelle John Truby, qui a écrit un livre qui s'appelle L'anatomie du scénario. J'ai regardé ses vidéos, et ce qui m'a fasciné, c'est que c'était un gars qui parlait en fait de la réécriture de scénario, qui parlait de la structure des scénarios comme un docteur. Et en fait, ça m'a fasciné parce que je me suis dit, en fait,
c'est la technique qui va permettre de développer le talent. Et non pas le talent qui doit s'affranchir d'un format ou d'une soi-disant mauvaise recette qui te contraindrait. La technique va permettre d'exprimer ton talent. Et donc j'ai acheté ce bouquin, l'anatomie du scénario. J'ai suivi une formation longue que permet en fait ce script doctor. Et j'ai pu apprendre les codes du genre, de tous les genres, en suivant une formation et en lisant ces livres. D'accord. Et c'est comme ça après que j'ai écrit Portrait disparu. C'est comme ça après que j'ai écrit bien d'autres films, dans d'autres genres, et que j'ai pu développer mes compétences en tant que script doctor. Voilà. Et donc c'est dingue parce que ça te donne des ailes où tu passes vraiment du flou total à, enfin c'est comme quelqu'un qui a le permis, quoi, tu vois. C'est-à-dire que comme j'aime bien dire, il suffit pas d'avoir envie de conduire pour réussir à conduire. Il faut passer un permis. Et ben je pense qu'il y a des permis de scénario qui devraient exister, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu brutal, mais disons qu'il faut connaître dans l'intérêt même des auteurs, en fait, pour pas que eux soient perdus. Dans l'intérêt même qu'ils puissent vendre leur scénario, il faut qu'ils connaissent la manière dont on écrit un film. Je suis d'accord. Et quand tu réalises, moi, il y a quelque chose qui me marque, ce sont tes images. Vraiment, il y a des images qui sont marquantes, que ce soit le cadre, la lumière, les couleurs. Comment tu décides, ton univers, comment tu le transmets à tes équipes? L'univers, déjà, il s'adapte. Alors, j'ai peut-être un style, je sais pas encore. J'essaie en tout cas d'avoir un style qui s'adapte au sujet dont je parle et au genre dont je parle. En fait, c'est vraiment, je pense, même là, pour le coup, là, au-delà même du genre, c'est le sujet qui va déterminer quand même le style visuel du film. C'est vrai que j'ai un tempérament, une sensibilité qui est très visuelle, déjà à la base en tant que cinéphile, parce que pour moi le cinéma c'est un art visuel et sonore bien sûr, mais on a inventé une caméra pour filmer et mettre en scène, pas pour enregistrer des dialogues. D'ailleurs le cinéma il est 30 ans sans le moindre dialogue. Donc s'il a pu vivre 30 ans sans dialogue, c'est qu'à la base l'ADN même du cinéma c'est l'image. Donc la mise en scène, c'est quelque chose d'ailleurs qui est ma première passion avant même l'écriture de scénario. C'est venu après, donc comme je te l'ai dit. Et donc si tu parles peut-être de Portrait disparu par exemple, là on est dans un huis clos, un thriller, donc j'ai une sensibilité, c'est vrai, pour des images plutôt contrastées, surexposition de la lumière, dans certaines scènes, c'est-à-dire que j'ai une influence qui est plutôt proche du cinéma américain des années 70, 80 et 90. Je pense qu'il y a une détérioration, je pense, globale du cinéma à partir du début des années 2000. Je suis d'accord. Je pense, c'est-à-dire que tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, c'est pas du tout que les talents ont disparu, c'est que le talent s'est déplacé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si on écoute les gens parler des films, malheureusement, ils disent plus quel film t'as vu ces derniers temps, ils disent quelle série t'as vu. C'est ça, en fait, quand les gens disent. Et donc, les gens vont beaucoup moins au cinéma. Et c'est vrai, mais beaucoup plus dans les séries. Et beaucoup plus dans les séries. Donc, la qualité s'est déplacée sur le petit écran et sur le streaming, et donc il y a une détérioration sur le cinéma. Ouais, je pense aussi, moi, il y a autre chose, c'est que les réalisateurs des années 70-80, ils avaient étudié la peinture, ils avaient étudié beaucoup de choses, et ceux des années 2000, on peut beaucoup plus facilement faire du cinéma aujourd'hui, mais du coup, on a beaucoup plus de personnes qui n'ont pas étudié la grammaire cinématographique. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, il y a eu un effet très positif, dont moi je suis le premier à bénéficier, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une démocratisation des outils. Ouais. C'est-à-dire que évidemment, quand on entend des gens comme Besson ou des gens de sa génération qui c'est disent, pas pareil, hein. Ah, mais tu vois pourquoi je te dis ça? Ça coûtait un bras, hein, c'était en pellicule. C'est exactement ce qu'il dit. C'est qu'il pense, sa génération pense, et d'ailleurs ils ont peut-être raison, c'est que ils pensent que on est une génération qui est bénie parce que on n'a pas développé de la pellicule, n'importe qui, voilà, t'as un portable, voilà, ça c'est une caméra. Le Louche a tourné son dernier film avec un portable. Voilà. Et pas que le Louche. Pas que le Louche. Mais des immenses réalisateurs ont fait des films avec un portable. Je veux dire, Steven Soderbergh, il a fait Paranoia. Ouais, par exemple. Qui est un film génial, qui a été tourné avec un portable. Damien Chazelle, qui a fait La La Land, voilà,
Babylone, Whiplash, donc tous ces grands films que moi j'aime beaucoup. Il avait fait un film même à la verticale pour casser le format. Donc il y a des choses qui sont très positives, mais disons que je pense Et là, que tu parles de mecs qui ont étudié le cinéma. absolument, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, la démocratisation des outils, il y a un revers de la médaille, c'est que tout le monde peut filmer. Et tout le monde n'a pas forcément des choses à dire. Et tout le monde ne sait pas forcément filmer. Et donc, la conséquence de ça, c'est que lorsqu'on voit un film, ou même une série d'ailleurs, à la télé, chez soi, au cinéma, le film, il est en concurrence directe avec ton SMS, avec un chien qui fait du skateboard sur Instagram. Et le chien qui fait du skateboard sur Instagram peut faire plus de vues qu'un film qui a mis 2 ans ou 3 ans à se faire. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est dingue, voilà. Et donc si tu veux, voilà, quand tu parles des années 70-80, en effet, ils ont étudié la peinture, etc. Donc ils étaient obligés, en fait, leur seul référent d'image, c'était au mieux le petit écran de la télé des années 50-60, mais ils ont, oui, le rapport à la lumière n'est pas la même. Dans les années 70, il y avait des films, enfin que moi j'adore parce que j'adore cette époque-là, mais où parfois la moitié de l'image, elle est dans le noir. Aujourd'hui, les chaînes qui financent le cinéma ne veulent pas ça, parce que c'est la télé qui finance le cinéma, donc Ouais. la télé finance des films qui doivent bien passer à la télé. Donc résultat, il y a des films qui ressemblent beaucoup à des téléfilms. Ah ouais, mais c'est vrai, Voilà. t'as raison. Ça a tout changé. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Surtout Mais pour le meilleur, voilà. Mais bon, après, il faut pas être non plus trop défaitiste, parce que Non, pas du tout. parce que chaque T'as encore des grands époque- talents, hein. Quand Bien tu sûr. vois Olivier Marchal, Oui, Michel Hazanavicius, Oui, enfin, oui, oui. t'as des grands talents. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon école de cinéma, j'avais un livre à lire, c'était les 1000 films qu'il faut absolument avoir vus. Et ça datait des années 50 Mm. aux années 2000. Ça fait à peu près 200 films par tous les 10 ans. Mm. Va trouver 400 films depuis 20 ans qu'il faut avoir vu absolument. Si on en trouve 50, déjà, c'est le bout du monde. Sincèrement. Je pense en tout cas, ce qui me fascine, moi je vois quasiment un film par soir. Oui. Donc, c'est un vrai besoin. Ouais. Mais moi, ce qui me fascine en fait, c'est que lorsqu'on se plonge dans l'histoire du cinéma, c'est que chaque époque est nostalgique d'une autre époque. Oui, c'est ça, vrai. ça me fascine. C'est vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, et moi le premier, on est vraiment, je trouve, dépendant psychologiquement des années 80. C'est-à-dire que quand tu vois Stranger Things, par exemple, qu'est-ce que c'est que Stranger Things sinon les hommages non avoués des films de Toby Hooper, L'invasion vient de Mars. Je voyais, pas plus tard qu'hier soir, je voyais Massacre dans le train fantôme. Un petit film de Toby Hooper. C'est Stranger Things avant l'heure. Une bande de jeunes qui arrivent là, à qui il arrive des trucs un peu monstrueux, etc. Donc, et les années 80, qui ne pouvaient pas évidemment être nostalgiques de leur propre époque, puisqu'ils la vivaient, les années 80, eux, ils étaient nostalgiques des années 50. C'est-à-dire, en gros, ces films conservateurs, avec des monstres, etc., etc. Donc, en fait, on est toujours nostalgique d'une époque. De ton enfance. Voilà, c'est ça. Et peut-être, alors ça, peut-être qu'un jour, on sera nostalgique des années 2010, 2020. Moi, j'arrive pas trop. Oui. Je sais pas. Il y aura des futurs gens dans les studios qui vont dire, ah, c'était tellement bien dans les années 2020. Aujourd'hui, c'est vraiment pourri. Sûrement. Et nous, voilà, on est les vieux cons. On est les nouveaux vieux cons. C'est possible. C'est possible. Est-ce que tu arrives, parce que quand tu produis ton court-métrage, est-ce que tu arrives à être rentable? Est-ce que tu arrives à rentabiliser ton court-métrage? Alors, il faut bien comprendre qu'un court-métrage, c'est pas le même marché. On fait pas un court-métrage pour les mêmes raisons qu'on fait un long-métrage. Oui. Il faut déjà comprendre ça, c'est que un long-métrage coûte plusieurs millions d'euros. En règle générale, un court-métrage coûte beaucoup moins cher. Donc, on ne fait pas un court-métrage même s'il peut être rentabilisé pour des raisons strictement financières. Bien sûr, mais quand tu as une boîte de prod, faut bien gagner de l'argent. Et bien sûr. Mais donc pour gagner de l'argent, il y a bien sûr les courts-métrages, il y a le long qu'on a fait. Mais pour moi, je pense vraiment que le but d'un court-métrage, c'est surtout de pouvoir avoir une résonance, une notoriété dans les grands festivals. Parce que si un court-métrage, si je rentre dans mes frais avec un court-métrage, ce que je peux faire, mais qui n'est exploité que dans 3-4 salles à Paris, qui n'est vu pas forcément par le domaine de la critique ou qui n'est pas exploité dans des grands festivals, la résonance médiatique sera beaucoup moins importante. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut
y a la question de l'exploitation commerciale, mais il y a la question aussi de la résonance médiatique. Et donc un court-métrage, pour moi, le premier retour sur investissement, c'est les prix qu'il peut gagner. Et d'ailleurs, qui irrigue tout le monde, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire si on prend le film sur lequel j'ai travaillé de manière très impliquée, parce que j'étais co-scénariste et conseiller. Celui qui a eu 100 esprits. Voilà. 117 ou 116, 116, donc Breakdown, qui était un raz-de-marée, qui est incroyable aussi. On pouvait pas prévoir ça. Donc c'est un film pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. En gros, c'est une comédie qui se déroule à New York entre un pro-Trump et une démocrate. Un pro-Trump qui vient d'Alabama et il arrive à New York pour la première fois et donc il est accompagné par une chauffeur Uber. Et il y a un début de flirt possible qui se passe entre eux. Et tout d'un coup, la discussion part en politique et elle découvre qu'il a voté 2 fois pour l'actuel président. Trump. Voilà, c'est ça. Et elle dit je transporte pas de fascistes parmi mes clients. Je vous dépose sur le bas-côté. Le problème, sa voiture ne redémarre pas. Il y a un problème technique. Et lui, il est mécano. Et donc, elle a besoin de lui pour pas se retrouver au chômage technique, et lui a besoin d'elle pour arriver à son adresse. Et donc, en fait, ils doivent surmonter le temps d'une nuit cauchemardesque, leur différence plus que politique, ça devient épidermique, pour arriver à leur but. Ils doivent surmonter leurs différences. Et donc, on avait écrit ça avec Gabriel Tibi, donc qui est le réalisateur, comme une métaphore un peu de la fracture qui existe en Amérique. Là, on avait écrit le film, on était en 2023. Donc, on était, voilà, ça a pas vraiment beaucoup changé, même au contraire. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est une fois qu'on a fait le film, on l'a sorti en 2024, qui était le moment des élections américaines. Et là, on est très content, même ça nous a touché, c'est que le film, qui avait pas un but militant, on s'est pas dit il faut voter pour l'un ou pour l'autre, c'était de dire qu'il faut essayer de coexister à l'intérieur des désaccords qu'on peut avoir. Et ben le film a eu énormément de prix dans les États républicains et démocrates. Donc et par rapport à l'actualité a très bien marché. Donc le film, quand je dis que ça irrigue toute l'équipe, c'est que il y a 2 acteurs dans le film qui ont eu énormément de prix. Il y a parfois les prix du meilleur film. Donc ça c'est pour tout le monde, le meilleur film. Oui, bien sûr. C'est une récompense du réalisateur, en passant par moi jusqu'au dernier électro. Et il y a le film a eu beaucoup de prix sur le domaine du scénario aussi, voilà. Donc c'est ça qui est super. Mais une petite anecdote au passage, c'est que l'acteur il joue l'accent d'Alabama alors qu'il n'est pas tout Alabama, et tu me disais que je me rappelle même plus que j'avais raconté cette anecdote, mais en dehors du tournage, il gardait son accent. Alors en fait, c'est le côté magique de travailler avec en tout cas certains acteurs américains qui ont un niveau absolument incroyable. C'est que déjà, je peux te dire qu'on a été gâtés par les acteurs. C'est pour ça que c'est normal qu'ils raflent énormément de prix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait une journée de première répétition et de première rencontre entre l'acteur et l'actrice qui s'est rencontrés pour la première fois et devaient répéter. Et donc on a organisé une répétition chez nous, donc on était à New York. On était dans le sud de Manhattan, exactement, je me rappelle. Et j'ai mon ami Gabriel qui me dit Morgan, j'ai un message WhatsApp audio de Michael, donc celui qui joue Sean, donc le pro-Trump. Il me dit j'arrive pas très bien à comprendre ce qu'il est en train de me dire. Pourtant je parle bien anglais. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il dit? Tu peux réécouter le message audio. Je dis attends, bon je vais voir. C'était 5-10 minutes avant la première rencontre entre les 2 acteurs. Et là, Michael, il me dit, je le dis en français, il me dit, j'ai quelques minutes d'avance, je suis en bas du building, est-ce que je peux monter, prendre un petit café si c'est possible? Et en fait, quand il parle véritablement comme s'il était Sean avec l'accent d'Alabama. Alabama. More exactly is where I'm from. Oh, nice. Is this your first time in New York? First time outside of Alabama, actually. Oh, wow.
Yeah, you know, I gotta say, this city, it kind of looks like a big old carnival. You know what I mean? With all these like lights and people walking around left and right all the time, and kind of chaotic. I mean, how do you live here? I mean, you get used to it. It's first time for everything, right? Il était déjà dans le rôle de Sean, mais c'est pas une heure avant, c'était plusieurs jours avant. Et je me mets sur son Instagram, il se fait une vidéo comme ça en self-tape, là, comme on dit, et il décrit la ville de New York, les gens qui passent, comme s'il était un touriste d'Alabama, il s'amuse à ça. Et ça, c'est les acteurs américains. Ils adorent être la personne. Acteur studio. Et acteur studio. Et ça, voilà. Ça, c'est un truc que j'adore. C'était magique pour nous. Où est-ce qu'on peut voir tes films? Moi, je suis frustré pour ceux qui nous regardent parce que franchement, j'ai eu la chance de voir ces 2 courts-métrages dont on a parlé et je les trouve extraordinaires. Et où est-ce que les gens peuvent les voir? Ben, on est en négociation en ce moment avec une plateforme de streaming pour pouvoir les vendre. Donc, c'est en cours. Si on me connaît personnellement, je peux envoyer des liens privés, comme je fais pour toi. Donc, on est en négociation avec des plateformes de streaming maintenant que leur vie en festival est terminée et voilà, et je suis en parallèle en post-production d'un prochain moyen métrage qui va démarrer d'ici on va dire la fin d'année, une nouvelle carrière en festival qui est le prototype qui est Je vous tiendrai au courant en description de l'avancée et puis en vidéo. Et on mettra tes liens aussi, peut-être, t'as des liens à mettre en description, Instagram ou... si les gens veulent me suivre, j'ai mon Instagram, donc morgan.cini tout simplement, CINI. J'ai un LinkedIn, toujours Morgan Cini, j'ai un Facebook. Voilà. Tous les liens seront en description. En tout cas, merci Morgan. Merci à toi. Ça a été un plaisir de te recevoir. J'espère que ça vous aura ouvert des portes aux petits jeunes qui regardent et qui ont envie de faire du cinéma. Nous bientôt on va voir un chef décorateur et une chef costumière. Ils sont mari et femme, je les rencontre dans quelques jours. Donc si vous avez des questions à leur poser, je les rencontre dans leur atelier. N'hésitez pas, c'est pas forcément de chef costumier à chef costumier, ça peut être de réalisateur ou de producteur à chef costumier. En tout cas, je prends vos questions et je fais le porte-parole. Et je cherche aussi pour un quiz du ciné, je vais faire des quiz du ciné un petit peu mainstream, genre Avenger, Univers Marvel. Donc si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à contacter moi. Nous on se voit bientôt, merci Morgane. Merci à toi. Et on se voit très vite dans Voix du ciné. Ciao, ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie.